Toute histoire possède ses jalons, et en matière de championnat du monde des rallyes, l'un des plus importants de ces jalons est sans aucun doute l'introduction en 1980 de l'Audi Quattro. Cette voiture va changer la face des rallyes à jamais. Dans les années 70, les voitures à 4 roues motrices étaient tout simplement interdites. Vous n'étiez même pas autorisé à concevoir une voiture comme ça. Et c'est la firme Audi qui est venue nous voir à la FIA à la fin des années 70 et nous a dit « Nous pensons à faire une voiture à 4 roues motrices et nous voudrions savoir comment l'homologuer. » Nous savons tous que Volkswagen et Audi étaient déjà largement impliqués dans le programme Iltis, une sorte de Jeep raccourci, et qui courait dans le Paris-Dakar. On a donc pensé qu'il n'y avait pas vraiment de problème, que l'on pouvait leur autoriser ce petit caprice, leur voiture à 4 roues motrices, et les laisser faire joujou avec. Et 2 ans plus tard, quand ils sont arrivés avec l'Audi Quattro en 81, j'ai bien peur que nous ayons été totalement pris de court. On n'a pas vraiment réalisé ce avec quoi ils arrivaient. Cette nouvelle auto était tout sauf une sorte de Jeep raccourci. L'Audi Quattro était une vraie voiture de sport qui, même dans sa version d'origine, stupéfia le public à son apparition. En janvier 81, elle fit sa première apparition dans un petit rallye autrichien et l'écurie Wittmann et Nestinger y récoltèrent la toute première victoire de la Quattro. Dès ses débuts, il était évident que cette nouvelle venue allait devenir une voiture avec laquelle il faudrait compter en rallye. Ceci dit, en 1980, très peu de gens connaissaient la marque Audi. En fait, Audi est une très vieille marque allemande, réunissant les firmes Auto Union, DKW, Horch et Wanderer, les 4 anneaux du sigle Audi. Audi est une marque du groupe Volkswagen, réintroduite au milieu des années 70 par le biais d'une très banale berline 2 litres à traction avant. Mais il n'y a rien de très banal dans une Quattro. C'est une 4 roues motrices dotée d'un 5 cylindres de 2 litres 100, muni d'un turbocompresseur et d'un intercooleur. Dans sa version d'origine, elle développe 200 chevaux et abat en à peine 7 secondes le 0 à 100 km/h. La première décision importante d'Audi fut de voir comment présenter cette voiture au public. En fait, ce fut très simple. Le championnat du monde des rallyes constituait un terrain parfait pour mettre en évidence la nouvelle Quattro intégrale. Ce championnat combinait des épreuves sur route et sur terre, les mélangeant même quelquefois, et ceci dans des gammes de climat allant du gel aux températures tropicales. On courait sur tous les continents, depuis l'Europe en passant par l'Afrique, l'Amérique latine et jusqu'en Nouvelle-Zélande. Ce championnat offrait donc non seulement un vaste choix de terrain et de climat où la nouvelle Quattro pourrait faire ses preuves, mais aussi une occasion de la présenter au monde entier. De plus, la Quattro ressemblait à s'y méprendre à sa version tout public, bien plus que ses concurrentes, peu attirantes pour le client lambda. La décision de lancer la Quattro fut donc prise et à partir de 1981, les performances de la Quattro et de ses concurrentes qui furent conçues pour la battre firent des rallyes l'une des compétitions parmi les plus charismatiques et les plus passionnantes à suivre dans le monde. Le premier rallye important où la Quattro s'aligna fut le Monte-Carlo en 1981. Peut-être pas le plus difficile du calendrier, mais certainement l'un des plus célèbres et avec toujours un public très nombreux. Le pilote choisi pour les débuts de la Quattro fut le Finlandais volant Hannu Mikkola. Les performances de Mikkola dans sa grosse Audi surprirent toutes les écuries concurrentes, surtout lorsqu'il remporta les 8 spéciales du début du rallye de Monte-Carlo avant qu'il accidente la voiture. « Nous nous sommes endormis sur nos lauriers », dit alors le manager d'une écurie concurrente. « Il va falloir se réveiller et essayer de les rattraper. » Depuis des années, on considérait que pour aller vite en rallye, il fallait juste un moteur puissant dans une voiture légère. Point. L'imposante Quattro venait de démontrer que pour gagner en rallye, il fallait bien plus qu'un très bon rapport poids-puissance.
Et tandis que certains pilotes glissaient de plus en plus en essayant de suivre la Quattro, Mikola semblait toujours parfaitement maîtriser sa grosse Audi. C'est une voiture avec laquelle il ne faut pas partir en travers. Vous allez beaucoup plus vite en restant en ligne. Si améliorer le passage de la puissance au sol semblait la solution, le rallye suivant couru par la Quattro en fut une brillante démonstration. La neige est toujours présente au rallye de Suède et cette surface constitua le parfait terrain de pilotage pour qu'Audi démontre le bien fondé de la technologie des 4 roues motrices à ses futurs clients. Anu Mikola y remportera une victoire éclatante, laissant ses adversaires très loin derrière. La Quattro en était toujours à son premier stade de développement au niveau du règlement et encore très loin d'être performante sur le bitume. C'était une voiture technologiquement très compliquée par rapport à ses concurrentes et le goudron mettait souvent à mal les pièces de sa transmission. La fiabilité en souffrit et les abandons se succédèrent. La concurrence respirait enfin un peu, mais pour Audi, ceci faisait partie du processus de développement. Chaque fois qu'une pièce cassait, elle était redessinée et ne cassait plus jamais. Ce ne fut qu'un éphémère répit pour les 2 roues motrices. Le jour où plus rien ne casserait sur la transmission des Quattro était proche. Les 4 roues motrices commençaient leur domination. Dès le début de cette saison 81, les Audi se mirent encore à gagner. Au rallye de Sanremo, la Française Michèle Mouton écrivit une page de l'histoire en devenant la première femme à remporter une épreuve du championnat du monde. Et Mikola finit la première saison de la Quattro en beauté en remportant le RAC, le rallye de Grande-Bretagne. Bien que la combinaison Mikola-Audi se soit révélée la plus performante de la saison, les casses à répétition de la Quattro à la mi-saison firent que le titre de champion du monde des rallyes échut au Suédois Harry Vatanen dans sa Ford Escort. Talbot remportait quant à lui le titre constructeur grâce au très spectaculaire pilote finlandais Henri Toivonen et au toujours très propre pilote français Guy Frekla. Mais l'histoire semblait déjà écrite. Il était évident que les classiques voitures de rallye étaient dépassées et qu'Audi venait d'inaugurer une nouvelle ère. Voici la fameuse place de Siena, l'un des nombreux points de contrôle lors du rallye de Sanremo en 81. Et tout le monde parle de la nouvelle bombe. Mais cette fois, il ne s'agit pas de la Quattro, mais de la petite française qui fait équipe avec Anu Mikola dans l'écurie allemande. Michèle est rapide et constante. Ses performances sont en partie dues à sa copilote, la blonde italienne Fabrizia Pons. Audi avait rapidement remarqué son talent et l'avait signée alors qu'elle n'était encore qu'une inconnue pour faire équipe avec Anu Mikola. Michèle et Fabrizia se montrèrent dignes de cette confiance en devenant la première et jusqu'aujourd'hui la seule équipe à battre les hommes en championnat du monde en gagnant au Sanremo. Être une femme a amené encore plus de public, des gens qui voulaient me voir de plus près que n'importe qui d'autre. Michèle Mouton ne fut pas seulement une bonne pilote, elle fut tout simplement l'une des plus grandes pilotes de tous les temps, tous sexes confondus. En fait, être une femme ne fut jamais un obstacle depuis le jour où elle a décidé de piloter. Elle savait qu'elle était aussi performante que n'importe quel homme au monde. Et elle l'a prouvé en battant les plus grandes superstars de sa génération comme Anu Mikola, Harry Vatanen, Walter Röhrl, Mark Wallin ou encore Stig Blomqvist. Sous la responsabilité du directeur Roland Gumpert, cette première saison avec la Quattro fut un succès. Audi était tout à fait heureux d'avoir remporté quelques victoires et d'avoir accumulé un bagage technique durant ces 2 années de développement avec Anu Mikola, qui allait payer pour la saison 82 à venir. Non content de développer la Quattro depuis 1980, le génial finlandais favorisait aussi la carrière de Michèle Mouton. Cette collaboration avec Mikola fut particulièrement heureuse.
En 1982, l'écurie Audi accueilla un troisième pilote en la personne de Stig Blomqvist. Il pilotait une quattro dans le championnat national suédois la saison précédente et entama la saison 82 par une super victoire chez lui. Michel Mouton répliqua à Walter Röhrl sur son Opel qui venait de gagner au Monte-Carlo en remportant la victoire sur les routes du Portugal et en battant à nouveau l'Allemand sur le gravier grec. Cette victoire à l'Acropolis la mettait en lice pour le titre de championne du monde, tandis que les succès des quattros de Mikkola en Finlande au Mille-Lacs et de Blomqvist au San Remo permettaient à Audi de viser le titre constructeur. Les 4 roues motrices de la quattro étaient la clé du succès d'Audi. Opel continuait à croire dans ses 2 roues motrices, mais après le succès au rallye de Monte-Carlo en tout début de saison, Walter Röhrl se mit à douter du bien fondé de cette décision. J'ai réalisé depuis le tout début de la saison que l'adversité viendrait d'une nouvelle technologie, une nouvelle voiture à 4 roues motrices qui représente pour moi l'avenir. Je perdrai vraisemblablement à nouveau, mais je ne vois rien de déshonorant en cela. Walter Röhrl, quoi qu'il en soit, est un redoutable compétiteur. Dès le début de la saison, il décida d'ignorer la supériorité des Audi et d'attaquer aussi fort que lui permettrait son Opel à chaque rallye et à chaque spécial. Il gagna sur la neige lors du premier rallye de la saison au Monte-Carlo. Et lors de l'avant-dernière épreuve de la saison en Côte d'Ivoire, le championnat du monde se résumait à une lutte entre lui et Michel Mouton. Le rallye de Côte d'Ivoire, tout comme son homologue du Kenya, est une sorte de retour vers les premières heures de ce sport, lorsqu'il s'agissait d'abord de finir avant d'aller vite. L'approche de ce genre de rallye africain consistait d'abord à grappiller des points et, si possible ensuite, d'aller plus vite que ses rivaux. Le premier adversaire, c'était les routes d'Afrique, avant même de penser à affronter les autres écuries. Malheureusement pour Michel Mouton, la mécanique beaucoup plus simple de l'Opel de Walter Röhrl s'accommodait beaucoup mieux de ce genre de terrain que son Audi Quattro. Röhrl finit la course et remporta le titre. Michel dut se résigner lorsqu'un petit élément de sa transmission la força à s'arrêter. Comme par hasard, la Quattro d'Hannu Mikkola venait de subir exactement la même panne, tout comme celle de son patron du Team Audi, Roland Gumpert. Les voilà tous les trois plantés dans la brousse, attendant que l'on vienne les dépanner. Au lieu de pouvoir se secourir mutuellement, ils se retrouvaient bloqués avec exactement la même panne de transmission. Heureusement, le camion envoyé pour leur amener les pièces détachées ne tomba pas en panne, lui. Moralité, c'était là un dur retour vers les réalités du rallye avec les hommes et les machines contre le terrain et ses pièges. Il n'y avait plus rien à gagner dans cette spéciale et un simple verre d'eau fraîche eût été alors très apprécié. L'équipe pouvait quand même dégager 2 satisfactions de ce désastre. En premier lieu, ils avaient réussi à effectuer une réparation compliquée en plein milieu de nulle part. Et en second lieu, les Quattro étaient toujours en tête du championnat du monde des constructeurs. Pour l'infortuné Michel Mouton, c'était une énorme déception, d'autant plus qu'elle avait appris le décès de son père juste avant le départ du rallye. Beaucoup de gens, bien que respectant Walter Röhrl pour son nouveau titre, auraient tellement aimé qu'une femme devienne championne du monde des rallyes. Le chapitre final de la saison 82 allait s'écrire en terre anglaise au RAC, la dernière épreuve du championnat. Hannu Mikkola y remporta la victoire, s'emparant du même coup du titre constructeur au nez et à la barbe d'Opel. Pour Audi, c'était la preuve que la traction intégrale constituait la bonne option, mais certains s'obstinaient à penser différemment.
Voici la Lancia 037, essentiellement une voiture de course dotée d'une carrosserie très légère et basée sur l'ancienne Monte Carlo. C'est Walter Röhrl qui la pilotera en 83. Un changement du règlement dans le groupe B avait conduit les Italiens à changer d'optique. Il ne fallait plus que 2000 voitures construites pour être qualifiées en groupe B, et seulement 200 étaient requises dans la catégorie évolution, ce qui signifiait que les constructeurs pouvaient désormais construire de pures voitures de course. Lancia pensa qu'avec leur très puissant moteur suralimenté, ils n'auraient pas besoin de 4 roues motrices. Seul l'avenir allait le dire. Il est vrai que les quattro paraissaient bien pataudes en comparaison. Mais la saison 83 démarra sur les chapeaux de roue pour Audi, avec Stig Blomqvist qui remportait son premier Monte Carlo, tandis qu'Hannu Mikkola gagnait en Suède. L'année précédente, Mikkola et Michel Mouton étaient tous deux sortis de la route sur la neige. Mais aucune erreur ne sera commise par Audi cette fois-ci. Mikkola finira premier, Blomqvist deuxième et Mouton quatrième. Le Portugal semblait un terrain moins favorable pour les Audi, mais Mikkola et Mouton réalisèrent pourtant un superbe doublé devant la Lancia de Röhrl avec leur quattro de production. La bataille entre la légère Lancia 2 roues motrices et la grosse Audi à 4 roues motrices promettait d'être particulièrement chaude cette saison. Il était temps désormais pour les écuries du championnat de traverser la Méditerranée afin de se rendre en Corse. Il semblait que la saison tournait nettement à l'avantage des Audi. Mais sur les routes brûlantes de l'île de Beauté, les Lancia retrouvaient leur jardin et les Audi allaient souffrir. Audi avait choisi la Corse pour y lancer leur réponse à Lancia, la nouvelle A2 Evolution, le futur modèle de la saison 84. La nouvelle Quattro Sport était dotée d'un empattement nettement raccourci, ce qui devait lui conférer une bien meilleure agilité sur le goudron et un poids en nette réduction. La production de cette voiture fut bien supérieure à celle de la très rare Lancia. Sur sa terre natale, Michel Mouton ressentait la pression. Bien que pilotant la Quattro à l'extrême limite, elle perdait du temps sur les Lancia. Elle finit par sortir de la route, endommageant une roue arrière. Ce n'était pas vraiment un virage dangereux, mais nous sommes partis en sous-virage et puis nous sommes sortis de la route. Le rallye de Corse de 83 fut probablement le top pour les Lancia 037. L'écurie s'empara des 4 premières places avec Mark Wallén gagnant devant Walter Röhrl. Ces positions s'inversèrent en Grèce. Röhrl se retrouvait en tête du championnat à mi-saison. Et chez lui, le Finlandais Mikkola rencontra bien des problèmes. Le moteur a pris feu. On avait le problème depuis un moment, et puis maintenant il faut qu'on change la pièce, là, le collecteur. Espérons que nous aurons le temps de la changer. Mikkola avait bien évidemment la pression ici. Il était passé de la première place en course à la 143e après des ennuis de transmission et l'incendie de son moteur. Et c'est à ce moment qu'un autre moteur d'Audi décida de prendre feu lui aussi dans la voiture de Michel Mouton. Vas-y doucement, parce que j'ai déjà eu ça. Tu ne peux rien faire d'autre. Désolé, mais je dois m'arrêter. Je ne peux pas arrêter l'incendie. Tu es arrêté, et le feu est arrêté lui aussi. Oui, ça brûle comme un enfer là-dedans. Je ne pourrais pas repartir. Mais Mikkola avait déjà bien assez de problèmes. Plus de pression d'essence alors qu'il essayait de redémarrer sa voiture. La jauge est comme ça. Elle descend. J'ai beau pomper. Encore. Et qu'est-ce que ça indique maintenant? Ça ne donne rien. Coupe maintenant. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Combien de temps? 5 minutes. On n'est pas encore hors course, mais on n'en est pas loin. Vous arrivez encore à rire? Je ne sais plus si je dois en rire ou en pleurer. Étonnamment, la réparation put être faite à temps et Mikola va remporter l'une de ses plus fameuses victoires en gagnant 29 des 50 spéciales malgré tous ses problèmes. Personne n'aurait pu imaginer que cela se reproduirait au rallye de Sanremo avec un autre incendie moteur et cette fois, ce fut l'abandon. J'ai bien essayé de faire quelque chose, mais c'était trop tard. La voiture entièrement brûlée. Et Audi va par la même occasion se faire brûler la politesse par Lancia. L'écurie italienne s'empara de 4 des 5 premières places pour remporter le championnat des constructeurs. Mais ils allaient devoir se satisfaire de ce titre. Hannu Mikkola remporta le titre pilote, devenant par là même le premier pilote Audi à être titré en championnat du monde. L'Audi A2 constitue un jalon important dans l'histoire de la course comme celle qui aura le plus influencé la conception des voitures de rallye. Il y a bien eu des autos plus titrées, mais celle-là a littéralement changé la face de ce sport. Toute voiture compétitive aujourd'hui se doit d'être une 4 roues motrices. Et c'est bien cette Audi A2 qui a sans aucun conteste prouvé l'efficacité de ce système. Cette Audi A2 occupe une place de choix dans une collection privée. C'est la voiture que Stig Blomqvist a conduit à la victoire en 83 au RAC en Angleterre pour le team Audi de David Sutton. C'est la première vraie groupe B que nous avons eue. C'était en 83 et nous avons gagné le championnat anglais avec Stig Blomqvist. Et à la fin d'année, nous avons gagné le RAC avec Stig et cette groupe B. Ce fut vraiment génial que de faire ça avec une petite équipe de seulement 12 ou 14 personnes. Nous nous sommes battus contre les meilleurs, nous les avons battus, ça c'est fantastique. En 2003, 20 ans après cette victoire au RAC, nous avons à nouveau réuni David, Stig et la Quattro A2 qu'il pilotait lors de cette victoire historique. Nous avons juste changé de terrain pour la petite piste d'entraînement de l'école de pilotage de Bill Gwyn sur l'ancien aérodrome de Turveston dans le Northamptonshire. Honnêtement, notre essai devait rester dans certaines limites, dont la principale était que nous faisions ça plus pour le bonheur des yeux et des oreilles que pour la performance. De toute façon, il était bien difficile, même pour Stig, d'aller bien vite. De plus, il était évident que nous devions traiter la voiture avec infiniment de respect. Après tout, c'était déjà une pièce de musée. Quoi qu'il en soit, ce fut un réel plaisir que de voir le mettre au travail et de constater qu'il n'avait rien perdu de son légendaire coup d'œil. Il faut dire qu'il pilotait la même année une Subaru WRX à la 3e place du groupe N en championnat du monde des rallyes. 20 ans plus tôt, en 83, Stig n'eut à effectuer qu'un programme relativement limité de courses en championnat du monde, mais une saison complète au championnat anglais. Sa principale mission était de développer la voiture et d'asseoir l'image d'Audi en Grande-Bretagne. Stig pilotait pour une écurie Audi britannique dirigée par David Sutton, réputé pour réaliser de grandes choses avec un budget relativement limité. Par exemple, David fut l'homme qui dirigea l'écurie indépendante Rothman Ford, avec laquelle Harry Vatanen remporta le championnat du monde en 81. Mais pour Blomqvist, sur l'Audi en 83, la priorité fut donnée au championnat anglais. Et Stig ne courut pas assez de courses internationales pour avoir une chance de se battre pour le titre mondial. Mais ce fut quand même une année mémorable pour le Suédois. Une victoire au Monte-Carlo pour commencer la saison, puis le titre national anglais et la victoire au RAC pour finir l'année. Stig Blomqvist a une merveilleuse histoire à raconter lorsqu'on lui parle d'Audi. Quand on lui a demandé ce qu'il voulait piloter pour la saison suivante, il a répondu une Audi. Et les gens ont beaucoup ri. Mais après sa première course, plus personne ne rigolait. C'était devenu une voiture très sophistiquée, capable de rouler à plus de 220 km/h avec une transmission très douce. Et surtout, c'était une redoutable auto, tant sur la route que dans les rallyes. Tout le monde en veut une, car c'est la meilleure voiture actuellement. Il y a beaucoup de très bons pilotes dans l'écurie. D'accord, nous avons la plus importante écurie en Europe avec de bons pilotes. Mais c'est une compétition très difficile de nos jours et à tout point de vue. La voiture est tellement efficace qu'on n'arrive même pas à lui trouver des défauts. La motricité et bien d'autres choses comme la vitesse, tout est parfait. Pour moi, c'est exactement la voiture parfaite, franchement.
Peut-être pas la plus facile, mais plus facile pour moi que pour les pilotes qui viennent de la propulsion. Parce que c'est le même style de pilotage avec une 4 roues motrices qu'avec une traction avant. En 1984, Stig apprend qu'il bénéficie d'un nouveau coéquipier qui voudrait bien apprendre très rapidement la technique pour gagner avec une 4 roues motrices. L'année dernière, j'ai bien compris que l'on ne pouvait plus gagner autrement qu'avec une 4 roues motrices. Si on se rappelle de ma victoire à l'Acropolis ou en Nouvelle-Zélande, c'était juste de la chance. Il n'y a normalement aucune chance de battre une Audi. Ils n'ont pas eu de chance, voilà pourquoi. Ne pas oublier ça. Voilà comment, avant le début de la saison, Walter est retourné à l'école pour apprendre les différences entre le pilotage d'une propulsion comme la Lancia 037 et celui d'une Audi à 4 roues motrices. Et il se révéla être un très bon élève. Aujourd'hui, ce matin, pour la première fois, j'ai freiné du pied gauche. Je ne pensais pas que c'était si important de freiner comme ça. Maintenant, j'ai compris. C'est vraiment important. Sans ça, ça ne veut pas tourner. Bien sûr, si ça fait 15 ans que vous utilisez votre pied gauche pour l'embrayage, vous n'avez pas de bonne sensation au freinage. C'est pourquoi j'ai beaucoup à apprendre. Il y avait beaucoup de neige au Monte-Carlo pour la première course de la saison 84. Walter, ici en compagnie de son boss Roland Gumpert, va se rendre compte que ces leçons d'hiver dans les Alpes étaient une bonne idée. Stig Blomqvist regardait son ancien rival d'autrefois se frotter aux finesses du pilotage d'une 4 roues motrices. Et tout ça en compagnie d'Hannu Mikkola et de Michel Mouton. C'était là l'équipe la plus performante qu'Audi ait jamais alignée. En 1984, il se devait de réaliser ce fameux doublé au championnat, le titre pilote et le titre constructeur. Comme prévu, l'édition 84 du rallye de Monte-Carlo fut entièrement courue dans les spéciales couvertes de neige des Alpes-Maritimes. Il n'y eut pas à nouveau ce temps chaud et cette absence de neige qui permirent à Stig Blomqvist de l'emporter l'année précédente. Et Audi, bien entendu, fut l'écurie dominante, réalisant le triplé. Ce qui n'était pas du tout attendu, par contre, ce fut la victoire du petit nouveau, Walter Röhrl, devant les Scandinaves, les rois de la neige, Stig Blomqvist et Hannu Mikkola. Le Suédois Stig Blomqvist était toujours numéro 1 lors de son rallye à domicile et resta numéro 1 jusqu'à l'arrivée. Il fut dominateur du début à la fin et ce fut un nouveau triplé pour Audi avec Michel Mouton et Per Eklund. Au Portugal, c'est Hannu Mikkola qui emmena son Audi jusqu'à la victoire, devançant largement la Lancia de Mark Wellen. L'écurie italienne vivait jusque-là une bien désagréable saison, mais espérait revenir aux affaires sur le bitume de la Corse. Et une autre menace allait planer sur les quattros, sur les routes montagneuses de l'île de Beauté, avec l'apparition d'Ari Vatanen au volant de la nouvelle Peugeot Groupe B. Le directeur d'écurie, Jean Todt, cependant, ne donnait pas cher de ses chances. J'espère qu'avant que la voiture ne rencontre des problèmes, elle monte sa compétitivité. On a travaillé jour et nuit pour finir cette voiture et pour qu'elle soit homologuée. Je suis très heureux d'être là. On a besoin de plus d'expérience. Et vous savez, cette voiture que nous avons, le résultat ce rallye, on va juste essayer de faire de notre mieux. Et Harry fut tout simplement sensationnel, menant le rallye et remportant plusieurs spéciales avant que la 205 ne rencontre des problèmes, ainsi que Jean Todt l'avait prédit. A l'inverse, les Audi réalisèrent un pitoyable rallye. Les routes de montagne de la Corse ne leur avaient jamais réussi, et même la version raccourcie, la A2, se montra bien pataude face à la Peugeot et au Lancia. Une fois de plus, le Tour de Corse revint au Lancia, le jeune pilote italien Miki Biazzone acquérant ses galons de star en finissant second derrière son plus expérimenté coéquipier Mark Wellen. Mais ceci sera le seul succès de l'écurie italienne pour la saison. 1984 sera une saison Audi, et tout particulièrement pour Stig Blomqvist qui additionnera des victoires en Grèce, en Nouvelle-Zélande, en Argentine et en Côte d'Ivoire à celles déjà récoltées en début de saison en Suède.
Ce fut une exceptionnelle saison pour les pilotes et Blomqvist devint un superbe champion du monde avant même la fin de la saison. Et pour rendre la victoire encore plus savoureuse, Audi sera sacré champion du monde des constructeurs, réalisant ce doublé dont rêvait tant l'écurie. Voici la voiture qui constitua l'une des armes favorites d'Audi en championnat cette saison-là, la Quattro Sport, une version Evo raccourcie de la 2. Étonnamment, ce ne fut pas le modèle choisi par Stig Blomqvist. Il préféra les performances en tenue de route de l'original, la longue A2. Mais il adorait les 400 chevaux de la nouvelle Evo à 20 soupapes. En conséquence, il utilisa une semi-Evo 2 pour presque toute la saison, c'est-à-dire le nouveau 20 soupapes mais logé dans l'ancienne caisse. Il remporta des victoires dans cette version longue jusqu'à ce que le titre de champion du monde soit quasiment assuré, avant de continuer dans l'impressionnante et brutale version sport. Ce ne fut pas avant la Côte d'Ivoire que Stig passa sur cette version sport, et d'ailleurs personne ne fut surpris lorsqu'il emmena sa nouvelle voiture jusqu'à sa première victoire. La Quattro Sport est une de ces voitures que David Sutton expose dans son musée. Il l'a amenée sur la piste de l'école de rallye de Bilguine afin que Stig se réacclimate à elle. Stig n'a pas piloté ce modèle si particulier bien souvent. Comme nous l'avons déjà dit, il a attendu la fin de la saison 84 pour la piloter à la place de l'ancienne version A2. Et lors de la saison 85, beaucoup d'évolutions apparurent pour essayer de concurrencer une petite voiture venue de France, la nouvelle Peugeot 205 T16. L'une des innovations sur la Quattro Sport que Stig apprécia tout particulièrement fut le mécanisme qui liait directement la pédale d'embrayage au levier de vitesse. Saisir le levier de vitesse agissait immédiatement sur l'embrayage et donc appuyer sur la pédale d'embrayage n'était plus nécessaire, sinon pour les démarrages. Le changement de rapport devenait plus rapide et bien sûr libérait le pied gauche de Stig pour des freinages encore plus appuyés au rétrogradage. En virage, cela laissait le pied droit libre pour parfaitement moduler l'appui sur la pédale d'accélérateur et sortir des virages encore plus vite. À la mi-saison 85, Audi réalisa qu'il devenait de plus en plus difficile de lutter contre les Peugeot. L'usine mit alors au point une version encore plus radicale de la Quattro, l'Evolution S1. Elle était dotée d'un moteur encore plus puissant qui sortait désormais plus de 500 chevaux et son aérodynamique était l'une des plus avancées que l'on ait jamais vues en rallye. La classique configuration avec moteur à l'avant de la Quattro était encore retenue. Audi a toujours résisté à la tentation de suivre Lancia et Peugeot dans leur politique de prototype. La seule ressemblance entre ces prototypes du groupe B et les voitures de série dont elles étaient censées être issues, c'était une coque ultra légère, réplique de la carrosserie grand public. En dépit de ses spoilers et autres béquets, la nouvelle Audi restait toujours assez proche d'une Quattro de série. L'examen détaillé d'une Peugeot révèle une bien différente configuration. La voiture proposée au public, sous la forme d'une 205 GTI, possédait un moteur à l'avant, des roues avant motrices et une carrosserie monocoque. La 205 T16 de rallye avait un châssis tubulaire, 4 roues motrices, et le moteur se situait juste derrière le pilote à la place de la banquette arrière. Il ne s'agissait finalement de rien d'autre qu'une vraie voiture de course à moteur central, déguisée en voiture de tous les jours. Audi trouvait qu'il y avait là une véritable tromperie envers le public. Audi voulait absolument que le public puisse identifier sans problème la voiture de rallye à celle de série. Même la plus radicale des Quattro de course fut toujours basée sur la voiture de série avec 4 roues motrices, une implantation identique de la mécanique, la même carrosserie en acier tant pour la caisse que pour les éléments amovibles. Cette base de série servit à tous les développements futurs, tant châssis que suspension ou aérodynamique, aussi radicaux furent-ils. Mis à part l'aérodynamique, la principale amélioration sur l'Evolution S1 fut l'utilisation d'un différentiel central qui distribuait indifféremment la puissance sur chacune des 4 roues. Ce système répartissait infiniment mieux l'énorme puissance du moteur que l'ancienne transmission qui, à l'origine, envoyait de façon inégale cette même puissance entre l'avant et l'arrière de la voiture.
allons maintenant parler avec l'homme qui a passé tant de temps avec ses Audi. Et pour poser quelques questions, nous avons mandaté le journaliste et directeur du Team MG, John Davenport. Vous avez tout piloté, depuis les Saab à traction avant jusqu'à ces surpuissantes Audi Quattro. Mais qu'avez-vous le plus apprécié? Le bon temps, c'est au tout début, parce qu'on n'y connaît rien. Alors on court et tout est super. Évidemment, Audi fut une étape importante en course, et bien sûr, ce fut formidable de se retrouver dans cette voiture. Étiez-vous vraiment nerveux quand vous avez commencé à piloter ces fameuses groupes B? Oh oui, et vous l'êtes encore plus lorsque vous pilotez les 4 roues motrices. Vous sentez immédiatement la différence entre elles et les 2 roues motrices. C'est incroyable. Laquelle de ces 3 Audi vous préférez? Parce que nous avons là la A2, la S1 et la E2. La A2 fut la voiture avec laquelle j'ai eu le plus de résultats et je l'aime beaucoup. Elle était vraiment rapide sur la route et ailleurs. La E2 n'était finalement qu'une évolution de la A2. La S1, ça c'était vraiment différent, avec beaucoup plus de chevaux. Ce fut passionnant de piloter cette voiture. Plus difficile à piloter? Dans un sens, oui, parce que vous étiez plus tendu dans cette voiture car elle sortait quand même 550 chevaux, comparé aux 350 ou 400 des autres versions. C'était bien plus difficile. Et que s'est-il produit quand vous êtes passé des groupes B au groupe A? Qu'avez-vous ressenti? C'était un peu plus lent parce que vous n'atteignez pas les mêmes vitesses entre les virages. Mais ça n'a pas pris très longtemps pour que les records soient à nouveau battus à chaque spécial du championnat. Les voitures sont devenues tellement rapides en courbe et si faciles à piloter. Tout est devenu plus rapide assez vite. Mais les groupes B, ça vous manque? Oui, je pense que c'était un vrai challenge parce que c'était nettement plus difficile. Vous deviez freiner plus fort avant les virages, on était plus lent en courbe. Il fallait donc que l'on soit plus rapide entre les virages. C'était en tout cas très différent. C'était physiquement très éprouvant parce que vous aviez quand même la direction assistée, des trucs comme ça. C'était vraiment plus dur de piloter une groupe B qu'une groupe A? Non, pas vraiment. Bon, d'accord, si vous prenez des terrains très difficiles comme la Grèce ou d'autres, c'était plus difficile, je pense. Mais sinon, elles étaient relativement faciles à piloter quand on savait s'en servir. Est-ce que la puissance les rendait plus faciles à piloter? Oui, parce que si vous avez de la puissance, si vous avez un problème, vous pouvez utiliser toute cette puissance pour vous en Et sortir. qu'en était-il lors de rallyes très rapides, comme au Mille Lacs? Vous vous envoliez littéralement. Oh oui, mais aujourd'hui, je pense qu'elles sautent plus haut et plus loin. Elles ont de meilleures suspensions. Mais oui, à l'époque, on a fait très fort avec ce qu'on avait. Le milieu des années 80 fut sans aucun doute la période la plus spectaculaire de toute l'histoire du championnat du monde des rallyes. Les voitures devenaient de plus en plus puissantes et des constructeurs tels que Peugeot et Lancia sortirent des autos qui étaient bien plus que des voitures de série améliorées. Ils jouèrent avec le règlement et ce règlement était tout sauf strict. Et même si Audi restait plus proche de l'esprit des voitures de série que ses rivaux, les grosses Quattro étaient vraiment impressionnantes en spécial. Les voitures du groupe B demandaient un engagement maximum de ceux qui les construisaient, de ceux qui les réparaient et bien sûr de ceux qui les pilotaient. C'étaient les voitures les plus puissantes du sport automobile sur route et le bruit qu'elles faisaient était tout simplement inoubliable. Si je garde un souvenir, c'est bien sûr le bruit de la Quattro. Je pense que personne ne peut oublier ce bruit, sauf aujourd'hui, car on a perdu ce genre de bruit moteur.
Le stress de travailler sur et dans ces monstres était présent tout le temps. Il était donc devenu nécessaire de remettre en état tant les pilotes que les copilotes et les voitures à chaque fois que cela était possible lors des arrêts. Une équipe de docteurs et de kinés se joignait aux mécanos entre les spéciales, souvent déposés en hélicoptère. Ils pouvaient alors exercer leur talent sur les muscles endoloris et les esprits fatigués, même dans les endroits les plus isolés. Avec ces groupes B qui nécessitaient tant d'attention, l'écurie devait saisir chaque opportunité d'intervention. L'hélicoptère devint alors un équipement indispensable à beaucoup d'écuries importantes. Et il n'y eut bientôt plus de camionnettes transportant pièces et mécaniciens pour faire le boulot. Tout cela ajoutait au côté grand spectacle des groupes B en rallye. Et l'un des aspects les plus spectaculaires reste sans conteste la vue et le bruit d'une Audi Quattro en pleine attaque. À la mi-85, ces fameuses groupes B atteignirent leur apogée. Les plus radicales d'entre elles furent la Lancia Delta S4, la championne du monde Peugeot 205 T16 et la nouvelle Ford Escort RS200. Le 5 cylindres de l'Audi restait sans doute le moteur le plus puissant de tous, avec plus de 500 chevaux au besoin. Avec un tel spectacle, il ne fut pas surprenant de constater une forte augmentation du nombre des spectateurs en rallye pendant les années Quattro. Les spectateurs venaient voir du spectaculaire, et ni les Audi ni ses principales rivales ne les déçurent. Les fans affluaient sur les spéciales par dizaines de milliers. Leur enthousiasme était contagieux, mais quelquefois l'enthousiasme ne rima pas avec bon sens, ce qui conduisit à d'inévitables accidents parfois fatals. Les fans voulaient absolument se rapprocher le plus possible de leurs idoles. On était vraiment à la limite tout le temps. Et tout ce monde sur la route, tout ce monde qui voulait me toucher lors des départs des spéciales. Je me rappelle une fois quand un homme a ouvert ma porte pour me toucher alors que l'on décomptait pour le départ. 3, 2, 1, juste avant de partir. C'était très dur. Mais par contre, je comprenais bien que c'était pour eux le seul moyen. On avait la chance de pratiquer un sport où le public pouvait être très proche du pilote. Ce n'est pas comme les autres sports où le public est très loin. En rallye, le public fait entièrement partie du spectacle. Si je dois garder une seule image en mémoire, une image positive, ce serait celle-là. Une très belle image.
Si l'enthousiasme des spectateurs était bien réel, l'incroyable spectacle visuel et sonore des groupes B engendrait quelque chose qui n'était pas loin de l'hystérie collective. Et même si le public se comportait souvent très bien, le grand nombre de spectateurs sur les spéciales posa souvent un gros problème. Tout au long de la saison 85 et lors de la saison 86, les pilotes durent affronter des situations où le public se trouvait si près que l'on frisait toujours la catastrophe. Au début de la saison 86, au Rallye du Portugal, cette catastrophe que tout le monde redoutait devint une réalité. Une voiture sortit dans le public et 6 spectateurs furent tués. Même si ce ne fut pas une quattro à l'origine de ce drame, l'écurie Audi se retira immédiatement de la course, rejointe en cela par toutes les autres écuries de pointe. Accident ou pas, elles décidèrent que la mort des spectateurs ne faisait absolument pas partie du spectacle. Les autorités sportives ne craignaient qu'une chose, que cela se reproduise, même si le pire semblait maintenant derrière. Mais une autre tragédie allait bientôt se déclarer. Le pilote star de Lancia, Henri Toivonen, et son copilote Sergio Cresto se tuèrent pendant le Tour de Corse, juste après le rallye du Portugal. Pour le pilote Audi Hannu Mikkola, un ami du père de Toivonen, le décès d'Henri fut un énorme choc. J'ai connu Henri alors qu'il n'était qu'un enfant. Il n'avait que 5 ans. C'est très dur de réaliser ce qui vient d'arriver. En ce moment, je pense que c'est lui le plus rapide. Il a gagné le RAC, Monte-Carlo, et tout s'ouvrait devant lui. C'est vraiment une chose horrible. C'est un bien triste début de saison pour tout le monde. Le débat est maintenant lancé afin de savoir vers quelles extrémités va aujourd'hui ce sport. Quel est votre avis au sujet de la puissance de ces voitures et les terrains où elles doivent courir en rallye? En fait, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est les spectateurs. Et on a eu beaucoup de chance de ne pas avoir d'autres problèmes d'accidents bien avant. Ils sont en fait tout le temps sur la route. Et maintenant, on a l'impression qu'il va y avoir des morts à chaque course, à chaque rallye. Bien sûr, du point de vue des pilotes, si les voitures sont devenues très rapides, nos temps de réaction sont aussi bien plus rapides que la normale. À chaque fois, il faut décider à quel moment freiner et à quelle vitesse. Mais ça devient beaucoup plus difficile. Si je pense que je pilote depuis maintenant 20 ans, presque 23 en fait, on a dû faire de très bons rallyes depuis 15 ans déjà. Quelle réponse apporter maintenant? Vous pensez que ce sport traverse une crise actuellement? Les rallyes sont devenus tellement importants. Il y a des sponsors. Toutes les usines essaient de gagner et elles investissent beaucoup d'argent et de savoir-faire pour obtenir des résultats. Il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver, c'est d'aller de l'avant. Il faut donc être très prudent lorsqu'on fait des règlements parce que les gens ont une tendance naturelle à les contourner. On doit maintenant aller vers l'essentiel, une chose très simple. Comment réduire la vitesse? De fait, les autorités sportives décrétèrent que les groupes B seraient interdites à la fin de la saison 86. Mais Audi n'attendra pas jusque-là. Ils retireront immédiatement les quattros du championnat du monde. Avec l'East African Safari Rally en 1987, Audi orientait son programme de rallye dans une direction bien différente. Le championnat du monde se dirigeait vers une catégorie plus restrictive, les groupes A, des voitures très proches de celles de série. Audi vit la chance de démontrer les qualités de la nouvelle Quattro 200 dans ce qui est généralement considéré comme le plus dur rallye au monde. Ils envoyèrent alors Hannu Mikkola et Walter Röhrl au Kenya.
Depuis 30 ans, il était généralement admis que le seul moyen de gagner le Safari Rally était de s'aligner avec la voiture la plus basique. Une voiture qui, si nécessaire, devait pouvoir être réparée avec les plus simples outils à portée de main. Il allait être intéressant de voir comment les très sophistiqués Audi se comporteraient une fois dans la brousse. Dégagé de l'obligation de courir une saison complète en championnat du monde des rallyes, Audi concentra toutes ses forces et l'expérience de son département compétition en préparant 2 voitures pour le Safari Rally. Et cet investissement va se révéler pour le moins rentable. Hannu Mikkola va gagner cette course devant son coéquipier Walter Röhrl. Un incroyable doublé pour Audi lors de sa première participation au Safari. Mais plus encore, c'était la toute première fois qu'une 4 roues motrices gagnait ce marathon est-africain. Encore un autre chapitre de l'histoire des quattros. Des championnats du monde, le doublé au Safari Rally, quel serait donc le prochain épisode de l'histoire des quattros? La réponse à cette question allait être ceci. La plus aboutie des voitures de rallye de tous les temps, une très spéciale et unique voiture construite spécialement pour une course. Je suis parti en Amérique pour courir. Après coup, je peux me dire merci mon Dieu, ce fut le plus beau moment de ma vie. C'est quelque chose qu'il faut vivre, le fait de gravir un chemin de terre à plus de 220 km/h. Se sortir est aussi facile que de tomber d'une table, sauf que là, vous faites une chute de 500 mètres dans une voiture de plus de 600 chevaux. Vous pouvez commettre une erreur avec l'accélérateur à n'importe quel moment. Ce fut la première voiture de rallye avec laquelle ils essayèrent d'obtenir plus de grip grâce à l'aérodynamique. Et ce fut fabuleux, absolument extraordinaire. J'ai adoré piloter cette voiture et encore plus après, voir le film qu'ils ont réalisé depuis l'hélicoptère. On voit comment la voiture grimpe cette gigantesque côte comme si elle était sur des rails. C'était vraiment la chose la plus dingue qu'on pouvait faire avec ce genre de voiture. La montée de Pikes Peak est l'une des grandes classiques du calendrier américain. Et si une montée porte bien son nom, c'est celle-là. En fait, il s'agit d'une côte de 22 km sur un chemin de terre pour atteindre le sommet de Pikes Peak à 4500 mètres de hauteur dans les montagnes du Colorado. Elle n'est pas surnommée à tort la course dans les nuages. C'est une course qui se déroule chaque année dans les Pikes depuis 1916, juste après les 500 miles d'Indianapolis, l'une des plus célèbres compétitions automobiles des États-Unis. Quoi de mieux pour démontrer les exceptionnelles qualités de l'Audi Quattro? La Quattro, pilotée par Walter Röhrl, délivrait la bagatelle de 600 chevaux et atteignait plus de 220 km/h. Elle stupéfia tous les fans de sport automobile en Amérique en remportant l'épreuve en un temps record. Et voilà comment cela s'est passé. Et comme pour rendre hommage à la performance de Walter sur cette montagne, on ne peut passer sous silence les performances au même endroit les 2 années suivantes de Michel Mouton et de l'as américain d'IndyCar Bobby Unser. Après les Pikes Peak, il n'y avait plus aucun besoin de convaincre le public des capacités hors normes de l'Audi Quattro en tout terrain. Il était temps de s'attaquer au goudron. Sur la première page de ce nouvel agenda, on trouvait une journée d'essai sur l'anneau de vitesse à Nardo, dans le sud de l'Italie. Dans le plus pur style Audi, ce qui ne devait être qu'une séance d'essai se termina par une pluie de records battus. Le record de vitesse maximum fut porté à 340 km/h au lieu des 220 habituels, avec une vitesse moyenne de 331 km/h qui fut tenue pendant 1 heure entière. Pour la saison 89, Audi dirigea ses quattros vers l'Est. L'Est par-dessus l'Atlantique pour aller contester la suprématie des Américains dans un de leurs plus anciens championnats, le SCCA Trans-Am. Hans Stuck est désormais le leader de l'écurie Audi Trans-Am et sera rejoint par l'inévitable Walter Röhrl, réalisant l'exploit de passer du pilotage en rallye au pilotage sur circuit.
Celle qui se joindra aux deux Allemands sera la Floridienne Hurley Haywood, déjà célèbre pour ses performances au volant de sa Porsche dans la Can-Am ou encore en IMSA GTP catégorie prototype. Parmi ses nombreux succès, on peut citer ses victoires en IMSA et au championnat SCCA, sans compter les titres remportés dans de célèbres courses telles que les 24 heures de Daytona. Le championnat Trans-Am est un véritable périple américain, passant de la côte Est dans le sud de la Floride jusqu'à la Californie, s'arrêtant dans presque tous les circuits jalonnant son chemin. La Trans-Am débuta dans les années 60 et tous les vainqueurs pilotaient systématiquement des voitures de sport dotées d'un gros V8 américain, tels que des Ford Mustang, des Pontiac Firebird, des Chevrolet Camaro ou encore des Corvettes. Une Jaguar XJS a remporté un titre au début des années 80, mais il s'agissait plus d'une vraie voiture de compétition que d'une voiture de sport, et elle était dotée d'un V12. Et maintenant, Audi venait défier la meute des énormes V8 avec une très ordinaire berline 4 portes, motorisée par un 5 cylindres en ligne qui ne cubait même pas le tiers d'un V8. En réalité, le système de suralimentation de l'Audi gommait largement ce manque de cylindrée, et le moteur 2,2 litres crachait 510 chevaux. À la fin de la saison, la mission fut parfaitement remplie par les Quattro. Avec 8 victoires sur 13 courses, le titre de champion des constructeurs était assuré et pour Hurley Haywood, le titre pilote Trans-Am. Après que la Quattro ait démontré sa supériorité sur tous les terrains difficiles, tels que la neige, la terre, la boue, il était logique pour Audi de prouver la même supériorité sur une surface que les gens utilisent tous les jours avec leur voiture. Et quoi de mieux pour ça que les circuits américains, un tracé idéal pour nous. Quand nous sommes arrivés, les gens d'abord rient en nous demandant ce que l'on venait faire sur un circuit avec nos Quattro. Mais après les 2 premières courses, les Américains ont compris que la traction intégrale sur une voiture est une formule quasiment imbattable. On a continué notre moisson de victoires en remportant le championnat allemand de voitures de production. Et l'on a ainsi prouvé qu'il n'y avait rien de comparable en matière d'efficacité à une 4 roues motrices, bien évidemment avec la technologie d'une Quattro. Et comme d'habitude avec les Quattro, les succès s'accumulaient rapidement dans cette nouvelle voie. Un autre challenge s'avérait nécessaire pour la saison 89. La prochaine étape vers le gratin de la course américaine se nommait Championnat GTO en International Motorsport Association, plus connu sous le nom d'IMSA. Le règlement de cette catégorie était bien moins restrictif qu'en Trans-Am, à peu près l'équivalent du défunt groupe B pour les rallyes. Les GTO en IMSA n'étaient que des silhouettes tant que la section centrale de la voiture ressemblait peu ou prou à une voiture de série et que la configuration mécanique ne s'en éloignait pas trop. C'était un peu la catégorie du tout est permis. Les pilotes sélectionnés pour la saison furent le traditionnel trio Stuck, Roll et Haywood. Ils furent rejoints par un jeune américain, Scott Goodyear. Le profil de ces 4 pilotes était bien connu de tous aux États-Unis. Haywood avait été une star de la course américaine pendant plus de 10 ans. Goodyear était une valeur montante de l'IndyCar et nos 2 Allemands avaient laissé une large empreinte en Trans-Am la saison précédente. Walter Röhrl, de surcroît, avait accédé au statut de véritable légende vivante après sa performance au Pikes Peak. S'il fut rapidement plus connu comme pilote de circuit que comme pilote de rallye aux États-Unis, Walter s'est toujours considéré avant tout comme un pilote de rallye. Je me considère avant tout comme une sorte d'ambassadeur des pilotes de rallye. Je représente ici la communauté des pilotes de rallye et comme ça, les pilotes de circuit peuvent constater que nous sommes aussi bons sur piste qu'eux. La carrosserie de l'Audi GTO était basée sur le modèle 90, mais elle était réalisée en fibre de carbone et équipée d'appendices aérodynamiques tels qu'un large spoiler avant, un aileron arrière, ainsi que des jupes latérales afin de procurer aérodynamiquement le maximum d'effet de sol. Sous cette carrosserie se cachait un véritable châssis tubulaire de course, mu par la toute dernière version du 5 cylindres suralimenté qui ne sortait pas moins de 700 chevaux. Quoi qu'il en soit, la réglementation pour le moins laxiste de l'IMSA GTO rendait le pari beaucoup plus ardu qu'en Trans-Am.
Laxiste ou pas, l'Audi Quattro s'est brillamment acquitté de sa tâche. L'écurie se plaça seconde au championnat des constructeurs, alors que Hans Stuck finissait troisième au classement des pilotes. Plus impressionnant, la voiture gagna plus de la moitié des courses qu'elle courut, avec 7 victoires sur 13 départs en série nationale. Hans Stuck célèbre ici sa victoire à Laguna Seca dans le plus pur style bavarois. Audi fêta le 10e anniversaire du lancement de la Quattro en revenant courir en Allemagne. Le constructeur voulait s'aligner en 1990 dans le prestigieux championnat DTM ou Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft, le championnat allemand des voitures de tourisme. La grosse et luxueuse berline V8 Quattro, déshabillée pour la circonstance et préparée pour la course, était la voiture idéale pour s'aligner. Les pilotes furent Hans Stuck, Frank Biela, Hubert Haupt, Frank Jelinski et le toujours si populaire Walter Röhrl. Walter voulut faire autre chose que du développement sur cette voiture. Le championnat allemand est de loin le plus populaire en Europe pour les voitures de série. Il attire la quasi-totalité des constructeurs allemands spécialisés dans les grosses voitures de luxe. Mercedes, BMW, Opel. L'Audi Quattro allait devoir se confronter à ces monstres. Le moteur 3,6 litres développait 426 chevaux, l'équivalent de ses rivales, mais la voiture était plus lourde que ses opposantes à cause des 4 roues motrices. Audi comptait sur la meilleure motricité de son système Quattro pour contrebalancer ce désavantage en matière de poids. Les courses étaient extrêmement disputées, avec des voitures toujours au contact. Mais la Quattro se révéla solide. L'écurie avait grandi au contact du très rugueux monde des rallyes et l'univers du DTM ne les troubla pas plus que ça. Audi était le nouveau venu de la catégorie et personne ne pensait qu'il pourrait venir disputer aussi rapidement les premières places. Hans Stuck se plaça systématiquement dans le groupe de tête et lors de la dernière course à Hockenheim, il remporta même les 2 manches. Le championnat allemand devint le jardin de Stuck et d'Audi avec la grosse V8 Quattro et ce dès la première saison. Mieux, la voiture assit définitivement sa supériorité avec un superbe triplé dans la dernière course de la saison 90. Belle manière de célébrer le 10e anniversaire de la Quattro. En 1991, Audi tenait à rééditer les victoires de la précédente saison. Une solide équipe de pilotes mena les Quattro V8 aux premières places ou tout près, et ce pendant toute l'année. Et quand la dernière course à Hockenheim arriva, le titre final devait se disputer entre 2 pilotes Audi, l'expérimenté Hans Stuck et le jeune Frank Biela. Après 2 manches âprement disputées dans cette dernière course de la saison, c'est Biela qui sera finalement titré. Mais le toujours joyeux Stuck se réjouit de la victoire de son jeune protégé, lui qui avait déjà tant et tant connu les bonheurs de la victoire. 2 saisons en DTM et 2 victoires. Quel pourrait bien être le prochain challenge pour les Quattro ? Ils avaient déjà gagné le championnat du monde des rallyes, des courses sur circuit aux USA et le DTM en Allemagne. Il était temps d'envisager quelque chose de très différent. Cette fois, Audi décida de démontrer les qualités de son système Quattro accouplé à un moteur de cylindrée moyenne. Et l'arène choisie fut celle du championnat français de supertourisme. Frank Biela fit équipe avec Marc Surer pour s'opposer à la quasi-totalité des constructeurs investis sur le marché très concurrentiel des berlines 2 litres sportives. Gagner des courses serait une excellente façon de prouver la qualité du produit. Audi allait donc s'aligner avec la petite A4 Quattro.
La compétition dans le championnat français se révéla très intense. La concurrence venait de toute l'Europe et même du Japon. Pour remporter la victoire, il allait falloir vaincre des Alfa Romeo, des Nissan, des Peugeot, des Renault, des Opel et des BMW. La course au contact était une des caractéristiques de ce championnat de supertourisme. Mais une fois de plus, la Quattro se plaça en tête. Frank Biela remporta le titre dès la première année. C'était son deuxième titre consécutif dans ce type de compétition et dans des voitures aussi différentes que la très modifiée V8 en DTM ou dans la directement dérivée de la série 4 cylindres A4 en supertourisme. Pour Audi, voilà 3 titres de gagnés en seulement 3 ans. En 1994, une nouvelle catégorie en touring car fut introduite en Allemagne par les instances dirigeantes avec la création d'une classe 2 litres. Afin de compléter leur récent succès en DTM et en supertourisme, c'était là un challenge qu'Audi ne pouvait ignorer. Les Quattro étaient de retour en course une fois de plus. Le championnat touring car se courait à la fois en Allemagne et dans les pays voisins, avec au programme le fameux Nürburgring dans les monts Eiffel allemands, l'Avusring à Berlin, Zolder en Belgique, Zandvoort en Hollande et les Salzburgring et autres Österreichring en Autriche. Et comme si ce déjà bien difficile calendrier ne suffisait pas, Audi décida de courir dans le championnat italien afin d'asseoir la réputation des Quattro dans le sud de l'Europe. La voiture développée resta la berline familiale Quattro avec son 4 cylindres suralimenté, la même qui avait glané tant de succès en France 2 ans auparavant. On exploita au maximum une réglementation très stricte qui incluait la possibilité d'utiliser les boîtes séquentielles. Mais tout restait quand même très proche de la voiture de série. Frank Biela, toujours avec Hans Stuck et Patrick Bernard, s'alignèrent en Allemagne, tandis qu'Emanuele Pirro et Dindo Capello partirent courir en Italie. Pirro arrivait directement de la Formule 1. L'homme qui dirigeait le département compétition d'Audi était le docteur Wolfgang Ulrich. Tous allaient devoir faire face à une intense opposition de la part d'adversaires devenus familiers, tels que BMW, Opel, Alfa, Ford, Nissan et bien d'autres. La saison démarra très fort avec des victoires à Zolder, sur l'Avusring de Berlin et à Zandvoort. Et le plus fort survint à Wunsdorf, quand les Quattro prirent les 4 premières places. Aux 2 tiers de la saison, Frank Biela menait largement le championnat. Mais soudain, BMW sembla avoir trouvé la solution pour revenir aux avant-postes. Le Vénézuélien Johnny Cecotto, un ancien champion du monde de moto, pilotait une BMW et commença alors une superbe bataille avec Frank Biela qui fit frissonner le public allemand jusqu'à la fin de la saison. Cette bataille connaîtra son dénouement lors de la dernière course au Nürburgring, où Cecotto finit par l'emporter avec la plus faible des marges. Le championnat était raté pour l'Allemagne. Mais qu'en était-il des efforts d'Audi en Italie? Une fois de plus, les A4 Quattro allaient accumuler les succès dès le début de la saison. Et quand les écuries débarquent toutes au Mugello pour la dernière course de la saison, Emanuele Pirro sait déjà que le titre italien est dans sa poche.
Mais il y avait quelque chose de plus à gagner en Toscane. Audi était encore en lutte avec Alfa Romeo et Peugeot pour le titre constructeur. Pour ce week-end de course, le ciel italien avait décidé de déverser ses eaux sur les montagnes de la région du Mugello. Et pour les Audi à traction intégrale, cette pluie était littéralement bénie des dieux. La meilleure motricité des tractions intégrales des Quattro permirent aux Audi d'entrer dans une dimension dont les deux roues motrices ne pouvaient que rêver. Et pendant que l'opposition dérapait dans les bacs à gravier, les Tressures Audi remportaient un superbe triplé. Dindo Capello gagnait devant Pirot, pendant que Biela, qu'Audi avait envoyé en renfort pour s'assurer le titre constructeur, complétait le podium et la domination Audi. Et voilà comment Audi ajouta le titre constructeur à celui de pilote avec Pirot. Forza Quattro, voilà la chanson qu'on entendit ce jour-là en Italie. Mais quel avenir désormais pour les Quattro au XXIe siècle? Pour commencer, précisons que la traction intégrale est désormais devenue une constante à part entière de la gamme Audi. C'est une option qu'offre Audi sur à peu près tous les modèles que la firme propose, depuis le modèle de base jusqu'à l'extrêmement performante R6 V8. En accord avec une règle communément admise aujourd'hui, la vitesse maximum de la R6 est électroniquement limitée à 250 km/h. Mais la combinaison du V8 et de la traction intégrale fait de la R6 une des plus rapides voitures pour aller d'un point A à un point B. Entre l'introduction du concept des 4 roues motrices en 1980 et l'année 2004, environ 2 millions de voitures à traction intégrale ont été produites par Audi. La firme se devait donc de se surpasser. La compétition est toujours un important département d'Audi et ces voitures remportent encore de nombreuses victoires dans le championnat allemand de touring car. Le constructeur a d'ailleurs littéralement dominé le sport automobile depuis l'avènement de ce nouveau millénaire. L'Audi R8 a remporté 6 fois les 24 heures du Mans entre 2000 et 2005. Même la Bentley, qui a gagné en 2003, n'était rien d'autre qu'une R8 sous une carrosserie de Bentley. Mais le plus impressionnant fut quand Audi arriva au Mans avec la R10 à moteur diesel et se plaça premier et troisième. De l'autre côté de l'Atlantique, il existait aussi des courses d'endurance comparables au Mans. Et comme ici, à l'écran, à Laguna Seca en Californie, Audi a complètement dominé la saison depuis son arrivée, et ce, pendant 6 années d'affilée. C'est ainsi sans surprise qu'en septembre 2003, Audi dévoila un concept car riche de tous les enseignements appris au Mans et des 20 années de compétition basées sur le principe des 4 roues motrices de la Quattro. Richard Nichols du magazine de télévision Auto Mondial était au salon de Francfort lors du lancement de la Le Mans Quattro pour nous décrire cette voiture construite sur la base de plus de 20 années de succès en compétition au plus haut niveau. Si la passion était l'unique moteur qui faisait passer un concept car au stade de la production, alors la Quattro Le Mans serait déjà en vente. Et ça ne serait que justice si chacun d'entre nous pouvait alors apposer sa signature au bas d'un bon de commande. Mais vous seriez vraisemblablement englué dans une très longue file d'attente et de toute évidence, cette voiture serait très chère et très rare. Imaginez une ligne relativement similaire à la nouvelle Porsche GT, une supercar littéralement conçue sur la base d'un prototype du Mans, ce qui n'est pas exactement le cas de notre Audi. Pour la Porsche, il ne s'agit ni plus ni moins d'une voiture de course légalisée. Mais pour la Quattro, nous avons une voiture de série construite d'après les enseignements de la compétition, un superbe résultat, mais très vraisemblablement hors de prix. Si vous pensez qu'il ne s'agit que d'un coupé TT amélioré, révisez tout de suite votre jugement. La Quattro est bien plus avancée, plus basse qu'une TT, bien que ses dimensions générales soient nettement plus impressionnantes, y compris bien entendu par la mécanique, que nous allons bientôt découvrir. Le point de départ de la Quattro est une coque en aluminium dotée d'éléments de carrosserie en fibre de carbone et alu, conférant à la voiture à la fois légèreté et rigidité et laissant au designer une quasi totale liberté d'expression. Les premières ébauches montrèrent le chemin, et une fois la base établie, la suite devint à la fois logique et évidente. On a fait autant appel aux méthodes classiques de dessin qu'aux outils informatiques tridimensionnels les plus modernes.
Ces programmes informatiques sont si performants qu'un dessinateur peut immédiatement voir son travail sous tous les angles et immédiatement en corriger les détails par petites touches. Ce qu'il voit sur l'écran est une véritable équivalence de la réalité. Mais une fois que l'argile a été formée, le sens du toucher constitue en quelque sorte la dernière approbation avant que le dessin ne soit définitivement finalisé. Ce qui vient après le modèle réel, avec la transformation de ces formes d'argile en véritables pièces de carrosserie et l'assemblage progressif du premier prototype à la main. C'est la même procédure qu'utilisent toutes les écuries de course. Toutes leurs voitures sont construites selon cette méthode, mais dans une philosophie et un environnement totalement différents. Et c'est riche de tout cet héritage issu de la compétition que chaque technicien Audi accomplit son travail tous les jours. Si cette voiture doit entrer un jour en production, elle sera forcément construite sur une chaîne d'assemblage et aura donc dû être conçue dans cet objectif. Même les toutes petites séries de Prestige sont généralement assemblées plus rapidement. Il n'y a pas de temps pour vérifier et finir chaque pièce avec autant de minutie, comme ces deux ouvriers en train de monter la calandre avant de passer à une autre pièce de carrosserie. Mais pour un prototype destiné à devenir un show car, il n'y a rien de trop beau. Tout l'intérieur a été fait à la main, le cuir coupé sur gabarit, les coutures réalisées par des selliers. Voilà l'une des raisons pour laquelle les constructeurs accordent tant d'importance à leur show car, dépensant des millions et des millions de dollars. Et ici, ça ne risque pas d'être meilleur marché. Les essais en soufflerie sont notoirement coûteux et longs, mais il n'existe aucun moyen de s'y substituer. Voilà un domaine où l'ordinateur arrive encore à créer une énorme différence. Les constructeurs utilisent régulièrement de puissants ordinateurs comme les Super Cray afin de dompter les très compliquées lois de la dynamique des fluides. Ils utilisent la soufflerie pour finaliser certains détails et confirmer certaines formes avant que le dessin final ne soit définitivement validé. Et dans ce cas, ce qui vient d'être validé représente sans aucun doute le plus beau concept car Audi jamais présenté dans un salon, à la fois moderne sans être maladroit ou disgracieux comme tant d'autres. Bref, un véritable triomphe du design et de la technique. L'intérieur est typiquement Audi, très rigoureux, d'une parfaite ergonomie et très facile d'utilisation. Tout le tableau de bord se concentre autour du conducteur, comme s'il s'agissait d'une monoplace, une sorte de réminiscence de la R8. Mais cette voiture peut accueillir à son bord 2 personnes avec un très généreux espace accordé aux passagers, afin qu'ils se sentent très confortablement assis. Mais il n'y aura qu'un seul unique passager. Mais cette voiture n'a pas été assemblée pour emmener les enfants à l'école. Le tableau de bord est très ingénieux. L'affichage change électroniquement et si le compteur semble encore analogique, le compteur adopte lui une forme digitale, tout comme le système de navigation à la fois clair et précis. Et vous pouvez même opter pour une caméra infrarouge afin de voir la route de nuit. Avec un tel tableau de bord, impossible de vous perdre dans le noir, de ne pas voir la voiture de police qui se trouve derrière vous au cas très improbable où vous ne respecteriez pas les limitations de vitesse ou de ne pas retrouver le chemin de la maison. Rien de tout cela ici, tout a été pensé et organisé méticuleusement. L'éclairage de la Quattro est de type lenticulaire, ce qui veut dire 10 fois plus de luminosité dans un espace 2 fois moindre qu'avec une optique traditionnelle, et une durée de vie au moins égale à celle de la voiture. Pour les designers, ça veut dire aussi des feux plus petits, donc plus d'espace. Et pour les ingénieurs, la possibilité de placer des rappels de clignotants dans les rétroviseurs. Les optiques de route peuvent prendre des angles inédits en changeant juste leur nombre, et les diodes peuvent être actionnées à n'importe quel moment. Plus de problèmes de mode d'emploi, tout est simple et facile grâce à l'électronique. Voilà ce qui devait arriver dans nos futures voitures dans peu de temps, enfin dans pas trop longtemps. Mais vous voudriez en savoir plus que cette leçon sur les optiques, hein? Eh bien, c'est une vraie voiture de course qui abat le 0 à 100 km/h en 3 secondes 7. Le 0 à 200 prend à peine plus de temps, juste un peu plus de 10 secondes.
Le moteur est un V10 de 5 litres à injection, suralimenté par 2 turbos et placé centralement, juste derrière les sièges. Il développe plus de 600 chevaux, environ 7000 tours, pour un couple phénoménal de 50 kg de 2000 à 6000 tours minute. Et la voiture accuse un poids sur la balance de tout juste 1,5 tonne. Tout ça est bien entendu relié à une transmission à 4 roues motrices pour vous procurer non seulement des accélérations stupéfiantes, mais aussi une adhérence phénoménale en virage. Voilà donc peut-être la version de série d'une Quattro Le Mans dans un futur proche. Espérons-le. Mais pour honorer dignement toutes les Quattro et leurs 4 roues motrices, retournons un moment dans le passé, dans le col du Turini. C'est une des plus célèbres et des plus spectaculaires spéciales dans le monde du rallye et elle constitue systématiquement le paroxysme du rallye de Monte-Carlo. C'est tous les ans un véritable spectacle, c'est toujours aussi un afflux massif de spectateurs et l'endroit idéal pour rendre honneur à l'Audi Quattro, la voiture qui aura révolutionné l'univers des rallyes.